Épisode du lundi 23 octobre. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et bienvenue à F1, un podcast que pour vous aujourd'hui au menu. Retour sur le week-end de course qui se déroulait chez nos voisins du Sud sur le circuit de COTA à Austin au Texas. Le bloc de réponse à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel F1 podcast en un mot en commercial gmail.com. Et pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de FSR Team, la Friend Sim Racing qui disputait la troisième manche de son championnat sur un Red Bull Ring détrempé. Comme à l'habitude, c'est l'Académie qui a ouvert le bal avec le nouveau venu, Matthew Brower, qui a remporté sa première victoire dans la FSR en remportant la course marathon. Mathieu Dion s'est aussi illustré en terminant deuxième dans les deux épreuves. Dans la division 4, c'est David Collin qui a remporté la course sprint. Frédéric Lavoie a signé 2 podiums en terminant sur la troisième marche à 2 reprises. Et Étienne Durand a terminé premier dans la course marathon. En division 2, c'est Vincent Vigiard qui a remporté la course sprint. Félicitations à Étienne Durand qui a eu le titre de étoile de la semaine dans l'écurie FSR. Et FSR Team vous invite à suivre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action qui reprendra mardi sur la chaîne YouTube du GTCQ TV. Eh bien, dans l'actualité, le plus bel endroit pour vivre l'histoire du sport automobile au Québec, eh bien, c'est le musée Gilles Villeneuve à Berthierville qui tiendra son banquet annuel le 8 novembre prochain. Le rendez-vous est fixé à l'Hôtel Intercontinental à Montréal. En plus de célébrer ses 35 ans d'existence, on va aussi en profiter pour honorer le pilote québécois Andrew Ranger qui célèbre quant à lui ses 25 ans de carrière. Les billets sont en vente au coût de 150 $ l'unité. Un reçu sera fourni pour vos impôts. Et si vous voulez vous en procurer, vous pouvez communiquer dès maintenant avec le numéro de téléphone qui suit le 450-836-2714, 450-836-2714, ou via une adresse courriel info@muséegillesvilleneuve.com. Si vous voulez avoir plus d'informations ou vous n'avez pas réussi à prendre en note ce que je viens de donner comme information, ben oui, vous pouvez reculer, mais vous pouvez aussi vous rendre sur notre page Facebook. Au courant de la prochaine semaine, on va transmettre ces informations-là. On va vous le rappeler. Le musée Gilles Villeneuve, c'est vraiment un endroit, une destination à ajouter à votre calendrier. Un week-end ou une semaine que vous avez, vous cherchez quelque chose à faire, autant avec la famille, autant si vous êtes seul ou en couple. C'est vraiment une place pour aller découvrir le sport. Oui, il y a Gilles Villeneuve qui, juste ça en soi, vaut le détour et vaut le billet, mais il y a aussi toute l'histoire du sport automobile qui est renfermée à l'intérieur de ça. On peut voir des artefacts de Patrick Carpentier, d'Alex Tagliani. Il y a des voitures qui sont sur place. Il y a une vieille camionnette qui a appartenu à Gilles. Donc, ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment un endroit qui gagne à être connu. Des fois, on n'y pense pas ici de faire le détour. Puis, c'est pas si loin que ça, Berthierville, dépendamment de où vous partez. Mais vraiment, c'est quelque chose, si vous êtes un passionné ou même si vous ne l'êtes pas, vous voulez apprendre sur l'histoire du sport, l'histoire du Québec aussi, c'est vraiment intéressant de se rendre là. Il y a beaucoup de touristes à travers le monde qui font des tours chaque année pour venir visiter ça. Donc, pour nous, c'est pas si loin que ça de faire une demi-heure, 40 minutes, une couple d'heures d'auto pour réussir à aller voir cette page d'histoire du Québec et du sport automobile canadien et même de l'histoire de la Formule 1 aussi, parce que Gilles Villeneuve, c'est en partie en soi, il fait partie de l'histoire de la Formule 1. Il y a une grande histoire qui est rattachée avec Ferrari. Donc, c'est très intéressant à aller voir. Puis ça rappelle des beaux souvenirs à ceux qui ont connu cette époque-là. Puis ça fait aussi découvrir des belles histoires à ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Gilles Villeneuve. Il y a aussi Jacques aussi. Il y a aussi la voiture de Jacques, la voiture de champion du monde. Si je me rappelle, oui, elle est là. Donc, ça aussi, c'est toute une autre suite de l'héritage que Gilles a laissé au Québec avec ce que Jacques a fait, son championnat du monde. Donc, c'est vraiment intéressant à aller voir. Donc, moi, je vous invite à ajouter ça à votre calendrier dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dépendamment de votre horaire, parce que c'est vraiment quelque chose qui en vaut le détour. Parlant de Ferrari, de Gilles Villeneuve, eh bien, il y a le film Ferrari réalisé par Michael Mann avec Adam Driver, Patrick Dempsey, Penelope Cruz qui va prendre l'affiche en décembre. La première bande-annonce a même déjà été publiée la semaine dernière. On l'a mis sur notre page Facebook si vous voulez prendre le temps d'aller voir ça. Ça a l'air encore d'être un classique là, qui suit les chefs-d'œuvre qui ont déjà été faits. Comme si vous avez eu la chance de voir le film Rush ou le film Ford versus Ferrari, ben ça a l'air encore, je peux dire que Michael Mann a l'air d'avoir fait un très très bon travail. C'est un projet qu'il avait à cœur depuis 30 ans.
Depuis 30 ans, il cherchait une maison de production qui était prête à fournir l'argent pour financer ce film-là, qu'il voulait réaliser, il voulait raconter l'histoire de Enzo Ferrari. Donc, si j'ai bien compris, le film va se terminer aux alentours de 1957, dans des années névralgiques de la marque Ferrari. Ça passait ou ça cassait pour Enzo Ferrari et sa femme. Ils ont tout risqué pour essayer de rester en vie puis de garder l'emblème italien de voiture sportive. Donc, je vous en dis pas plus sur comment ça va se terminer, s'ils vont réussir à survivre et garder la marque en vie. D'après moi, vous avez une petite idée, mais je ne vais pas tout vous révéler les punchs. J'ai pas encore vu le film, mais je pense qu'on sait déjà un petit bout, mais ça va être intéressant d'en apprendre et de voir un peu comment ça s'est déroulé. Puis il y a aussi eu la mort tragique de son fils Dino Ferrari aussi, qui l'avait beaucoup affecté. Malheureusement, je ne crois pas, à moins que je ne m'abuse, mais je ne crois pas qu'il y ait une partie avec Gilles Villeneuve, parce qu'on semble arrêter le film beaucoup trop tôt pour voir des séquences de Formule 1 avec Gilles et tout ça. Mais déjà de reconnaître, de voir l'histoire de Enzo et de voir aussi la jeunesse derrière cette histoire, cet emblème-là de course automobile, mais ça devrait être assez intéressant à voir, là. Surtout que si c'est quelqu'un qui a pris le projet à cœur pendant 30 ans, ben d'après moi, ça a été bien fait, donc ça devrait pas être décevant. Parlant de bon travail et de bien fait, il y a le documentaire sur Brown GP qui est réalisé par nul autre que John Wick, le Canadien, l'acteur Keanu Reeves qui a fait ça en compagnie de Jenson Button, Ross Brown, et qui rappelle un peu la grande accomplissement de l'équipe GP qui est venu un peu qui est venu choquer le monde de la Formule 1 carrément dans des années assez spéciales en Formule 1, une transition où Brown s'était présenté puis avait réussi à venir capturer les honneurs. Jenson Button avait gagné le championnat du monde, donc ça va être intéressant de tout revoir ça et de revivre ça. C'est Disney Plus qui lance ça en novembre, donc le mois prochain, là, ça s'en vient. Si vous n'avez pas d'abonnement Disney Plus, des fois il y a des petits spéciaux là, qui se préparent pendant le temps des fêtes. Peut-être garder ça à l'œil. Des fois, il y a des mois gratuits, même on peut écouter des épisodes ou essayer de voir ça. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez déjà commencer à faire les démarches pour voir comment vous procurer ça pour le mois de novembre. J'ai pas la date précise, mais de mémoire, c'est aux alentours du 14-15. Mais c'est sûr que ça va être en novembre. Il y a des bandes annonces qui devraient sortir là, dans les prochains jours. On va vous mettre ça sur la page Facebook aussi. Vous pouvez en jeter un petit coup d'œil, donc ça devrait être intéressant. Ça vient un peu là avec ce qu'on parlait dans l'épisode de vendredi, de montrer à quel point que la Formule 1 est vraiment populaire dans tous ses sens. Autant du côté Hollywood, du côté qu'on fait des films, du côté qu'on vient faire des séries télé qui racontent de tout ça. On a connu Drive to Survive, mais il y en a aussi plein d'autres qui poussent un peu partout. Disney Plus qui se lance là-dedans. On a Apple qui montre beaucoup d'intérêt pour le sport. Il y a même eu un palmarès qui est sorti la semaine dernière sur les pilotes qui sont les plus commercialisables. Et non les pilotes, mais les athlètes au monde qui sont les plus commercialisables. Il y avait 4 pilotes de Formule 1 qui se retrouvaient assez haut dans le classement. On avait Lewis Hamilton qui est au 7e rang. Max Verstappen, à 26 ans, qui est déjà au 10e rang des athlètes les plus commercialisables au monde. Ça, c'est une étude qui a été faite par Sport Media. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on fait les calculs de voir si une compagnie voudrait s'associer au nom de quelqu'un, mais qui serait les plus profitables, mais qui coûterait non seulement aussi les plus chers, parce qu'on en aurait le plus, on aurait un meilleur rendement. Donc, pour vous donner un exemple, il y a Cristiano Ronaldo, qui est une méga star, qui se retrouve derrière Lando Norris. Pourquoi? J'ai pas toute la cause, mais le fait que Cristiano Ronaldo joue sa carrière maintenant en Arabie Saoudite, c'est sûr que le côté commercialisable a peut-être diminué grandement, mais ça montre aussi qu'un athlète justement comme Lando Norris prend de plus en plus de place dans le sport international, de dire qu'il se retrouve devant un gars comme Cristiano Ronaldo. Et juste derrière Ronaldo, eh bien, il y a Charles Leclerc qui se trouvait là. Donc, 4 pilotes qui figurent dans le top 30 des athlètes les plus commercialisables. Il y avait, par le passé, il y avait aussi Sergio Perez qui était là, puis George Russell, mais ils ont disparu, eux autres. Ils ne sont plus même dans le top 50. Je ne sais pas vraiment la cause, pourquoi tout ça s'est arrivé. Il y a peut-être des athlètes aussi qui ont émergé, qui ont poussé, qui les ont déclassés. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est de dire, dans le top 10, eh bien, 2 pilotes de Formule 1. C'est sûr, il y a beaucoup de joueurs de soccer, là, pour vous donner un exemple. Le numéro 1, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, si vous n'êtes pas familier avec ça, mais il y a Apple qui a déboursé des sommes faramineuses pour l'attirer en Amérique, lui a donné des parts de concession, des parts sur le streaming, donc tout ce qui est vendu pour la redistribution à la télé, dans le streaming sur l'Internet. Donc Apple a donné des parts à Lionel Messi pour l'attirer en Amérique. Donc il est sans aucun doute l'athlète le plus commercialisable présentement
sur la planète, mais de dire que pas si loin que lui, on est capable, on a LeBron James, bien entendu, mais on est capable de retrouver un pilote justement comme Lewis Hamilton et le pilote de 26 ans, Max Verstappen. Donc, c'est toutes des bonnes nouvelles pour la Formule 1. On voit qu'il c'est vraiment en santé du côté planétaire. Et parlant d'être en santé du côté planétaire, on en parlait aussi vendredi. Eh bien, ils se sont présentés. Ils n'ont pas juste mis des sommes d'argent puis dit moi je vais être actionnaire puis je vais juste acheter un bout de papier dans l'écurie Alpine. Eh bien, ils veulent faire partie de part entière. Eh bien, c'est le boxeur britannique Anthony Joshua, l'ex-champion poids lourd, qui était là lors du week-end en compagnie de Rory McIlroy. Les deux ont été vus à plusieurs reprises dans les paddocks, sur la grille de départ. Il y a même eu Anthony Joshua qui a pris le micro pour souhaiter bonne chance aux pilotes de l'écurie française avant le début du Grand Prix. Et donc, vraiment, là, il y a un grand travail de ces deux athlètes-là, deux ambassadeurs. On a déjà vu le côté positif qu'ils vont emmener à l'écurie Alpine, et non, pas juste à Alpine, mais à toute la Formule 1. Rory a même, je mentionnais à quel point que Pat Mahomes est un fan du sport, mais Rory McIlroy, je l'avais pas considéré comme un grand fan, mais tout le long du week-end, il y a eu des entrevues très intéressantes où il mentionnait que dans les tournois de golf, comment que ça fonctionne, c'est que plus tu performes, plus que tu es à l'avant du classement, bien, plus que tu as un départ plus tard dans la journée, donc à des heures plus avantageuses où tu peux un peu naviguer avec ça et décider ton départ. Il disait que c'est une des sources de motivation qu'il a de bien performer lors des week-ends de golf parce qu'il sait qu'il peut améliorer son heure de départ et ça lui laisse du temps pour regarder les fins de semaine de course. Donc ça, c'est super intéressant d'entendre ça, de voir que un gars comme Rory McIlroy, pendant qu'il joue au golf, pendant qu'il est en train de compétitionner au sommet du golf à l'international, ben, il pense à écouter ses courses de Formule 1. Donc, ça peut être juste un plus d'avoir un gars comme ça en tant qu'actionnaire et un gars qui va être présent dans les paddocks, mais aussi qui va en parler un peu partout. Parce que quand il va retourner dans ses week-ends, dans ses championnats à travers le monde, là, je pense qu'il s'en allait justement en Europe pour un championnat, ben, les gens vont lui parler aussi. Ils vont dire « Hey, t'as acheté une écurie de Formule 1, ah, t'as acheté Alpine. » Il va, ou partout, ça va être interplanétaire, ou partout ce qui va se promener, il y a des gens qui vont lui parler de Formule 1. Donc, c'est intéressant pour ça d'avoir cet ajout-là. Même chose pour Anthony Joshua. Lui, il ne s'est pas caché. Il dit « J'aime ça, mais je le découvre. » Et là, je vois à quel point que ces gars-là, le commentateur Martin Brundle lui demandait « Est-ce que tu parlais un peu de réflexes? Ils font des exercices qui sont très similaires à toi. » Il a dit « Oui, il dit, c'est les entraînements qu'ils font sont des entraînements qu'on fait à la boxe. Puis je n'ai rien à leur montrer parce qu'ils sont extrêmement rapides sur leurs réflexes. Je pourrais faire les mêmes exercices et je suis pas sûr que je serais plus rapide que les autres. » Donc, c'était le fun de voir un peu les similitudes entre les deux sports. Puis on voyait qu'Anthony Joshua, c'est aussi un passionné. Puis c'est vraiment sur la grille de départ, c'était un gentleman. Il a été pris la peine de rencontrer, de discuter avec tout le monde, de parler aux médias. Donc, c'est vraiment un chapeau à l'écurie Alpine d'avoir ajouté ces deux ambassadeurs-là pour l'instant qu'on a eu la chance de voir, mais il ne faut pas oublier, il y a Pat Mahomes qui n'était pas là, mais lui il est en pleine saison dans la NFL, et puis Travis Kelce aussi, que lui aussi est occupé non seulement en pleine saison dans la NFL, mais aussi au beau milieu d'une grande relation avec la chanteuse Taylor Swift. Donc, il n'avait pas nécessairement le temps d'aller se présenter à Austin, mais si on pouvait parier qu'on va les voir au courant du début de la saison prochaine, là, avant les débuts de la saison de la NFL, c'est sûr qu'on va voir ces deux-là venir faire des tours sur la grille de départ, possiblement à Miami, ou qui sait, peut-être ils vont réussir à se libérer puis être là pour le Grand Prix à Vegas dans quelques semaines. Eh bien, c'est ça, ce qui conclut l'actualité dans le monde de la Formule 1. Maintenant, passons au week-end de course. Week-end de course à Austin, au Texas. Un week-end en formule sprint. Et oui, formule sprint qui revenait 2 semaines d'affilée. Je vous avais parlé en début de saison que j'étais prêt à laisser la chance aux coureurs. Je ne demande pas mieux que d'être séduit par la formule sprint, voir si ce concept-là peut prendre son envol et peut venir nous charmer, nous, les fans de Formule 1, même si le principe de ça à la base est de charmer des nouveaux partisans. Mes études, ça vaut ce que ça vaut. Là. Je ne suis pas une grande firme de sondage, mais pour l'instant, je ne vois pas nécessairement... Il n'y a personne qui m'arrête dans la rue pour me dire « Moi, j'écoute la Formule 1 maintenant parce que le samedi, vous fêtes une qualification de plus puis une course de 19 tours. » Il n'y a personne, je connais personne. Mais j'ai pas, comme je vous dis, c'est pas moi qui ai les chiffres de sondage. La Formule 1 savent ce qu'ils font. Est-ce que vraiment ils sont capables d'attirer des nouveaux partisans à tous les samedis qui ouvrent leur téléviseur 2 fois
dans la journée plutôt qu'une pour ne rien manquer de l'action, mais ça reste à voir. Mais pour l'instant, moi, mon opinion personnelle, en tant que partisan de Formule 1, eh bien, je trouve que la Formule semble s'essouffler. Je ne sais pas si c'est le fait que c'était le deuxième week-end consécutif avec en mode sprint, c'était à cause qu'on s'était 2 fois collé. Est-ce que c'est le circuit de Costa, le circuit à Austin au Texas, et pas un circuit qui est vraiment apte à donner un bon spectacle pour une course sprint? C'est peut-être plusieurs données qui rentrent en ligne de compte, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé que le spectacle a été nécessairement incroyable. Il fallait que les pilotes protègent la pneumatique comme en course, sauf qu'on sait que dans le sprint, c'est 2 fois plus vrai, on n'a pas d'arrêt au puits. Donc, il faut qu'on soit vraiment capable de faire 19 tours. On peut en faire une arrêt au puits, sauf que vous comprenez que c'est ça tout aussi bien de retirer la voiture et de ne pas ressortir. Parce que si vous arrêtez au puits en 19 tours, ben vous êtes cuit, vous n'avez pas le temps de remonter le peloton. Donc à ce moment-là, ben, tout le monde a joué un peu conservateur, contrairement à ce qu'on avait vu au 14, on avait vu une course un peu plus excitante, même si on n'avait pas eu le droit aux 19 tours. Mais là, vous allez dire, Martin, branche-toi, l'autre semaine, tu n'étais pas content au 14 parce que tu n'as pas eu assez de tours, là, tu en as eu 19 puis tu as trouvé ça plate pareil. Je ne veux pas te dire que j'ai trouvé ça plate, mais j'ai pas trouvé ça excitant. J'ai pas trouvé que ça valait la peine premièrement, la qualification, la shootout le matin était bonne, mais rien d'extraordinaire. Puis, le samedi après-midi, en fin de journée, j'ai pas trouvé non plus que c'était un très très grand spectacle. J'ai pas trouvé que c'était, on avait une vitrine pour montrer le sport. On est aux États-Unis, on est à Austin. J'ai pas trouvé que c'est nécessairement ce qu'on a démontré lors de la journée de samedi qui va convaincre des gens de dire, waouh, moi la Formule 1 c'est un sport qui m'intéresse, je veux regarder ça. Oui, je viens d'en parler, la Formule 1 est en santé, ça va bien, il y a des nouveaux partisans partout à travers le monde, mais c'est quand même l'intérêt derrière ça de continuer de grossir, de continuer d'aller en chercher des nouveaux. Donc, quand on va en chercher des nouveaux, ben, il faut sortir un peu de ce qu'on fait à la base pour essayer d'aller attirer ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on sort un peu des lignes directrices pour voir sortir des sentiers un peu, pour voir qu'est-ce qu'on peut développer de plus pour aller chercher des nouveaux partisans. Est-ce qu'avec ce qu'on a démontré en fin de semaine, est-ce que ça a été vraiment une bonne vitrine pour la Formule 1? Non, je pense pas que c'était nécessairement. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs facteurs. Il va falloir analyser du côté de Liberty Media, du côté de la FIA. Est-ce qu'on fait attention sur les circuits où les pneumatiques sont assez difficiles? Est-ce qu'on arrête d'en mettre 2 de suite? Parce que dans ce moment-là, ben, ça vient un peu s'essouffler. Puis ça, en même temps, je trouve que ça fait partie un peu de l'étude dans l'échantillon de dire c'est peut-être même pour ça qu'on l'a fait, qu'on a mis, je n'ai pas la réponse à la question, mais c'est peut-être même pour ça qu'on en a mis 2 de suite pour voir qu'est-ce que ça a l'air si on s'en va à dire qu'on aurait un calendrier de 22 courses ou 23 courses ou même on peut aller jusqu'à 24 courses avec des formats sprint à chaque week-end. Donc c'est peut-être pour ça que pour la première fois, on en a mis 2 de suite pour voir est-ce que la formule va bien une semaine de suite. Il y a le fait aussi que, moi, ce que je trouve de valeur, c'est qu'on compromet le week-end de tous les écuries. On enlève une séance de libre. Pour certains, il y en a qui pensent que ça alimente le spectacle. Je respecte cette opinion-là. Pour ma part, moi, je pense que ça désavantage le spectacle. Parce que la Formule 1, c'est un sport d'élite. On veut voir les athlètes performer au plus haut niveau. On veut voir les ingénieurs aller chercher les réglages de voitures au plus haut niveau. On veut vraiment que les limites soient repoussées. La même chose quand on écoute un match de hockey. Si je vous disais, les équipes de la LNH ne feront plus de pratique, ça va être plus intéressant parce que ça va venir équilibrer parce qu'ils pratiqueront plus, fait que ça va créer des erreurs pendant les matchs, puis les jeux vont être plus décousus, puis on va enlever un peu la chimie entre les joueurs, fait que ça va venir égaliser un peu tout. D'une certaine manière, je pense que tout le monde dirait, là, moi, je veux voir le sport d'élite, je veux pas les voir en train d'apprendre à jouer ensemble. Je veux arriver là, au prix qu'ils vendent les billets, je veux arriver là, puis je veux voir le maximum qu'ils sont capables de donner à chaque week-end. Mais c'est un peu la même chose de ma vision de la Formule 1. Si on leur enlève une pratique, puis on les empêche de trouver les bons réglages, puis à la place, on passe la fin de semaine à essayer de trouver comment faire aller la voiture au maximum, puis aussitôt que la qualification est commencée, ben on tombe en parc fermé, donc on peut plus jouer sur les réglages, donc on est pris avec ces réglages-là pour le reste du week-end. Mais c'est un peu le partisan de Formule 1 qui en paye la note, de dire, surtout le partisan qui est sur place, qui a déboursé un montant, de dire, j'ai vu les Formule 1, mais je ne les ai pas vus au maximum, je ne les ai pas vus performer à la hauteur que ce que je m'attendais, parce que les écuries ils couraient après leur queue, si vous me permettez l'expression, mais couraient après leur queue pas mal tout le week-end. Donc oui, ça vient les déstabiliser. Ça peut, pour certains, ça vient donner une forme de spectacle. Mais je trouve qu'on prive
l'élite de ce spectacle-là. Dans le fond, le sommet du sport est un peu dilué à cause qu'on ne leur permet pas de faire les réglages nécessaires, de faire les études nécessaires en début de week-end pour nous donner les meilleures qualifications possibles. On l'a vu. On en a parlé vendredi, mais la qualification qui était pour le Grand Prix, donc la qualification de vendredi qui servait à dimanche, on a vu les pilotes faire beaucoup d'erreurs. Charles Leclerc a été le meilleur de toute la bande, c'est lui qui a été le meilleur des 20 pilotes, mais c'était pas parfait à son tour, c'était loin de la perfection. Oui, la perfection n'est pas atteinte à chaque week-end, mais c'est rare qu'on va voir une séance où tous les pilotes ont fait beaucoup d'erreurs, puis c'est juste le meilleur des moins pires qui réussit à signer la pole position. Puis là, je dis pas ça pour rien enlever à Charles Leclerc, parce que bravo à lui, c'est lui qui a été le meilleur, c'est lui qui a fait, justement, je pense que Charles Leclerc est un des meilleurs pilotes en qualification de toute la grille. Et encore là, c'est ça que ça l'a prouvé, c'est de dire que pendant que tous les pilotes avaient pas leur réglage, c'est Charles Leclerc qui a été le plus vite à être capable de trouver les bons et de soutirer un tour rapide pour être capable de signer la pole position. Et ça, c'est chapeau à lui pour ça. Sauf que on a quand même vu une séance de qualification qui était décousue. Et ça a été un peu la même chose pour la shootout. La shootout, c'est correct, on a revu Max Verstappen corriger la petite erreur qu'il avait faite, donc il était capable de soutirer, de sortir la pole position. Leclerc deuxième, Hamilton troisième, c'est Norris qui était quatrième, puis Astrid cinquième, Sainz sixième. Je vous passe ça un peu vite parce que vous l'avez vu, puis on en a parlé ensemble. Vous étiez nombreux à m'écrire que vous n'avez pas été impressionné par ce week-end-là. C'est pas pour ça que je passe ça assez vite, parce que j'ai pas envie de revivre tout ça, mais pareil, c'est Norris 8e, Albon 9e, 10e Gasly, 11e Ricardo, bravo à Ricardo quand même, il revient, c'est pas facile le circuit de Cota là, pour quelqu'un qui n'a pas participé, qui n'a pas piloté depuis quelques mois, puis qui avait juste piloté 3 courses avant de se blesser aussi. Ocon, 13e, 14e pour Stroll, 15e pour Joe, Hülkenberg 16e, Magnussen 17e, 18e Bottas, 19e Tsunoda, puis Logan Sargent, lui, était dernier. Donc ça, c'était la grille de départ qui s'est positionnée pour la sprint shootout. Donc ça, c'était la grille qui allait être respectée pour la course du samedi. Donc il fallait revenir le samedi plus tard dans la journée pour voir la course sprint, comme je vous dis, qui n'a pas été un grand spectacle. Ça a été un départ. Verstappen s'est sauvé dès le départ. Il y a eu quelques petites bagarres après ça, mais là, tout s'est stabilisé. Puis les écuries, les pilotes ne pouvaient pas prendre de risques, ne pouvaient pas pousser très loin la machinerie par risque de non seulement l'endommager, mais aussi le fait qu'il y avait de l'usure prématurée sur les pneus. Donc, on ne peut pas pousser autant. Il fallait, en question de sécuriser un peu pour être sûr d'être en mesure de compléter les 19 tours, donc à ce moment-là. Et c'est Verstappen qui a remporté la sprint, c'est Hamilton qui a terminé deuxième, Leclerc troisième. On a eu une petite bagarre au début. Leclerc a bien décollé de la grille de départ, il était à côté de Verstappen. Verstappen est venu lui couper le chemin complètement, lui l'a envoyé dans la ligne des puits pour le priver d'avoir la bonne trajectoire au premier virage. Puis j'ai aimé l'honnêteté de Charles Leclerc. Ça, je vous en parlais vendredi aussi, que Charles Leclerc, j'ai jamais rencontré quelqu'un encore qui me dit qu'il n'aimait pas Charles Leclerc. Si vous ne l'aimez pas, envoyez-moi un message. Ça va me faire plaisir de savoir votre opinion. Pourquoi que vous n'aimez pas. Parce que c'est vraiment l'air d'un bon gars. Puis c'est un gars qui est toujours honnête en entrevue. Même des fois, je trouve qu'il est trop gentil. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas le succès qu'il devrait avoir pour son talent, parce qu'il manque un peu de hargne, un peu de chien, le terme, si vous le permettez. Mais c'est ça. Mais là, Charles Leclerc, lui, j'ai aimé ce qu'il a dit après ça, parce que les journalistes ont dit « Hey, tu trouves pas qu'à Verstappen, il t'a poussé un peu trop, tout ça? » Puis Leclerc, pas d'hypocrisie, il sait qu'il va être dans la même situation le lendemain. Donc, la course de dimanche, c'est lui qui part premier. Les rôles sont quelque peu inversés, même s'il n'y a pas Verstappen en deuxième place, mais il sait que c'est lui qui va partir premier. Puis il répond, bien honnêtement, non, j'aurais fait la même chose que lui. Ça, c'est le fun de voir ça, un pilote, parce que j'en connais d'autres pilotes, puis pour pas en nommer, mais il y a d'autres pilotes qui auraient profité de cette occasion-là, de dire « Ah, il m'a coupé le chemin, tu fais pas ça, de choses », puis le lendemain, il aurait fait la même maudite affaire pour empêcher leur adversaire de le dépasser. Ben, Charles Leclerc, lui, il est en connaissance de cause de dire « Moi, demain, je vais être dans la même position, puis il y a des chances que je fasse ça, donc je vais pas aller dire... » Je commencerai pas à raconter que c'est pas correct, pas d'hypocrisie. Non, Verstappen a fait ce qu'il avait à faire. J'ai eu un meilleur départ. Il m'a coupé le chemin parce qu'il savait que sinon j'allais l'avoir. Puis c'était la façon de défendre. Bravo à Charles Leclerc pour son honnêteté. Ça, c'est le fun d'entendre, je trouve, des pilotes. C'est rafraîchissant quand on écoute des entrevues. Puis les pilotes ne font pas juste nous donner la cassette ou essayer de tirer la
couvert de leur bord, d'être honnête, de dire non, c'est comme ça, c'était clean, c'est comme ça qu'il l'a fait, puis c'est la procédure. Mais Verstappen remporte, comme je vous disais, Leclerc 3e, Norris 4e, 5e Perez, 6 Sainz, Gasly 7e, 8e Russell, 9e Albon, 10e Piastri, 11e Ocon, 12e Ricardo. Puis ça, c'est un autre problème des sprints. Là, je continue de vous nommer des pilotes, mais il n'y a aucun point pour passer la 8e place. Donc, à partir de Russell, c'est déjà réglé. Il n'y a plus personne qui marque des points. Donc, tous les autres sont soit là pour faire des études, récolter des données pour rien, parce que la course, tu peux pas changer les réglages, tu es en parc fermé. Donc, tu es juste là pour brûler du gaz, user tes pneus, puis c'est ça. Puis apprendre un peu où te positionner sur la piste. Mais c'est pas mal juste ça. Il y a trop de voitures qui coursent pour rien lors de la sprint. Puis, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il y avait aussi, peut-être la seule action qu'il y a eu dans cette journée-là, c'est que George Russell avait été pénalisé, qu'il avait bloqué Charles Leclerc pendant la séance de qualification. Donc, il partait plus loin sur la grille, on l'avait pénalisé de 3 places sur la grille. Puis là, Charles Leclerc, même, il avait dit tout de suite, pénalité pour M. Russell, merci. Tout de suite, c'est ce qu'il a dit au micro quand il avait vu à quel point George Russell l'avait bloqué. C'est ce ça a été pas mal juste ça, l'action dans la journée de samedi. Mais comme je vous dis, on se décourage pas, on a encore une sprint au Brésil, on va voir ce que ça donne. Puis je pense que la Formule 1 n'a pas l'intention de lancer la serviette sur cette formule-là. On risque d'en voir l'année prochaine, on risque de voir des nouveaux circuits apparaître à voir cette formule-là. Donc on va continuer de travailler sur ce type de week-end-là, mais on va peut-être raffiner un peu, on va peut-être changer un peu, essayer de venir faufiner le concept, voir qu'est-ce qu'on peut ajouter de mieux. Je pense que c'est unanime là-dedans. J'ai pas fait de sondage, mais juste à avoir des discussions avec vous. Ce qui revient toujours, c'est la grille inversée. C'est toujours ce qui est mentionné de tout le monde. Ça semble être la solution pour tout le monde de dire. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une grille inversée, c'est un peu comme le terme le dit, c'est que dépendamment où tu te qualifies, la grille elle va être inversée. Donc si ça avait été un week-end comme ça, Verstappen ne serait pas parti premier parce qu'il a eu le meilleur temps, il serait parti dernier. Donc là, on a cet intérêt-là de les voir remonter le peloton. Il y a aussi le fait de dire, est-ce qu'on met un arrêt obligatoire pendant les courses sprint? Est-ce que, il y a plusieurs hypothèses comme ça. Il y en a qui ne tiennent pas vraiment debout, mais ça revient toujours aux mêmes choses. Ça se décide avec l'argent. Les écuries, si on fait des grilles inversées, puis on prend le risque de dire à Red Bull, on va placer ton pilote à la fin de la grille, puis on va vouloir, pour le spectacle, le forcer à remonter le peloton pendant les 19 tours, voir s'il est capable d'aller se placer en 8e place, 7e, 6e, 5e, ou même de remporter l'épreuve pour marquer des points. Qu'on va le faire travailler pour ses points. Sauf que qu'est-ce qui va arriver? Red Bull, Ferrari et tous les écuries vont dire, pas de problème, moi, c'est correct que mon pilote remonte le peloton, mais vous allez me donner de l'argent pour le risque qu'on va prendre chaque week-end d'être obligé de se bagarrer avec des pilotes plus lents qui vont être à l'avant de nous. L'autre chose aussi, ce concept-là, il fonctionne bien en Formule 2. En Formule 2, les voitures sont très, très similaires. En Formule 1, ça pourrait pratiquement être dangereux d'avoir Logan Sargent qui part premier sur la grille de départ. Puis je dis pas ça parce que c'est Logan Sargent. Oui, il est le pilote le plus lent, mais des fois, c'est que si tu es dans la voiture la plus lente, je pense pas que c'est le cas avec la Williams, mais pareil. Si on a les voitures les plus lentes, comme les Haas, comme les AlphaTauri qui sont à l'avant, puis on a les voitures très rapides à l'arrière, ça peut être très dangereux. On a vu, c'était la saison dernière à Silverstone. George Russell avait décidé de partir en gomme dure, pendant que tout le monde autour de lui est en gomme tendre, puis on voit pratiquement tout le monde en gomme tendre, mais il a tellement décollé lentement sur la grille de départ que ça a causé un accident immense, puis c'est le pilote Guan Yu Zhou qui a failli perdre la vie là, avec un contact sévère contre la barrière. Il avait passé plusieurs minutes à l'envers, pris dans le bac à gravier et dans les pneus au bout. Donc ça avait causé un immense accident, puis tout ça avait parti du fait que George Russell n'a pas réussi à décoller de la grille de départ. Il était tellement lent sur ses gommes dures pendant que tout le monde est en gomme tendre autour de lui. Puis, normalement, on va voir quelqu'un partir en gomme dure. Vous allez me dire, mais ça arrive, il y en a qui le font. Oui, mais ils vont le faire à l'arrière de la grille. C'est rare que quelqu'un si proche du devant va décider d'opter pour cette stratégie-là. Mais lui, il l'avait fait. Mais ça avait été très, très dangereux parce qu'il était tellement au ralenti qu'il n'y avait aucune place où se mettre à gauche ou à droite. Puis les voitures passaient chaque côté de lui. Puis finalement, il y a eu un accrochage, un contact. C'est Joe qui est parti en tête à queue. Ça avait fait un assez gros accident. On l'avait échappé belle. Mais ça, c'est les risques qui peuvent arriver d'avoir la grille inversée, d'avoir des voitures beaucoup trop lentes qui s'élancent à l'avant. Mais ça, c'est ce qui conclut la journée de samedi. Maintenant, passons à la journée de dimanche à Austin, au Texas.
Journée de dimanche, Grand Prix des États-Unis. La possibilité était là pour avoir un meilleur spectacle que ce qu'on avait eu droit lors de la journée de samedi avec Charles Leclerc et sa Ferrari qui s'élançait sur la première ligne. On avait Max Verstappen qui avait été relégué en 6e place, lui qui avait commis une erreur et qui avait excédé les limites de la piste lors de la séance de qualification de vendredi. On s'était donc fié à son premier temps qu'il avait inscrit, donc ce qui lui donnait la 6e position. Donc ça donne toujours un bon spectacle quand on place la voiture la plus rapide et le meilleur pilote de la grille depuis le début de la saison. Quand on le place un peu plus loin, bien, ça nous donne un spectacle de voir est-ce qu'il va réussir à remonter. Ça donne aussi la possibilité de voir est-ce que les autres à l'avant vont réussir à se sauver. Il y avait Lando Norris sur la deuxième ligne juste à côté de Charles Leclerc. On avait Hamilton qui s'élançait 3e. Donc, ça donnait toute une bonne recette là, pour avoir un bon spectacle. On a eu un bon départ. C'est Norris qui a sauté sur l'opportunité de venir prendre la première place au Monégasque. C'est lui qui s'est sauvé pendant les premiers tours du Grand Prix. C'était intéressant de voir, même à un moment donné, on commençait à y croire. Peut-être que Norris pourrait avoir sa première victoire. Lui qui disputait son 100e Grand Prix en carrière, ce qui est quand même toute une marque d'atteindre 100 Grand Prix. Malheureusement pour lui, il n'a toujours pas cette fameuse victoire-là. Il célébrait son 100e Grand Prix la même journée que George Russell. Les deux avaient commencé en même temps, ainsi que Alex Albon. Mais rappelez-vous, Alex Albon a eu un an à l'extérieur de la Formule 1, donc pour lui, il a pris un peu d'arriérage. Il n'est pas rendu à 100 Grand Prix. Mais c'était la saison où on avait eu 3 recrues sur la grille qui étaient rentrées en même temps. Donc Norris célébrait son 100e Grand Prix. J'ai cru voir passer aussi qu'il égalisait un peu, je pense, un record ou quelque chose, une marque de Nick Heidfeld aussi pour le nombre de Grands Prix sans avoir gagné. Donc, c'est pas nécessairement des records qu'on veut mettre ou des marques qu'on veut égaliser, mais c'était ça pareil, là. Lando Norris, ça va venir. On le sait, là, ça s'en vient. Même, j'ai cru que c'était peut-être pendant le week-end, mais ça s'en vient. On voit que non seulement la pression commence à se faire sentir, lui veut la victoire, il commence à avoir la voiture pour le faire. Il a aussi la confiance en lui, la certitude. Il a un peu plus de hargne, ce qui lui manquait, ce que j'avais déjà reproché dans les dernières saisons. Je trouvais qu'il était complaisant. Complaisant, c'était le bon mot. Souvent, il était satisfait de peu. Il dira, c'est 4e, c'est 4e, c'est 5e, c'est 5e. Mais il manquait son petit côté un peu comme Max Verstappen, de dire que la voiture est peut-être 4e, mais moi, je vais être premier. Fait arrange-toi pour qu'elle soit première. Puis, tu sais, il lui manquait ça, cette petite combativité-là. Puis, il y avait aussi la forme physique. Je veux pas dire, je suis pas son préparateur physique, mais je sais que pour passer à travers une saison de Formule 1, ça prend une masse musculaire, ça prend une préparation physique. Et j'avais remarqué par le passé, dans les dernières saisons, que Lando Norris, plus que la saison avançait, plus qu'il commençait à faiblir côté de la forme. Là, faiblir, je veux pas dire qu'il avait de la misère à marcher puis à se traîner. C'est plus d'être capable de performer week-end après week-end. Ça s'apprend en course automobile, surtout quand on est en Formule 1, d'être capable de composer avec ce calendrier-là qui est très chargé et aussi très long, très demandant. Beaucoup de voyagements, mais beaucoup d'épreuves. C'est beaucoup d'heures à l'intérieur d'une voiture. Donc, tant qu'on l'a pas vécu, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est capable d'être prêt. On a beau faire tout l'entraînement possible en gym, faire la préparation physique. On l'a vu avec Yuki Tsunoda, qui a fallu qu'il mette les bouchées doubles. On lui a donné un préparateur physique parce que même s'il croyait être prêt quand il est arrivé en Formule 1, il a vu que ça en prenait beaucoup plus. On a vu avec Valtteri Bottas, même il y a quelques saisons aussi, qui avait dû changer sa façon de faire, sa façon de s'entraîner pour être capable de suivre un pilote justement comme Lewis Hamilton. C'est peut-être même ce qu'on assiste avec Sergio Perez, qui a besoin peut-être de travailler sa condition physique, de modifier les choses pour être capable. Je dis pas qu'avec peu importe quel préparateur physique, je pense pas qu'il serait capable de faire ce que Max Verstappen fait, mais d'être capable de suivre la cadence. Des fois, on voit qu'il commence à ralentir en milieu de saison. On l'a vu avec Logan Sargent. Oui, le 14, c'était une course assez c'était pas vraiment orthodoxe. Les conditions étaient très, très, très sévères lors de ce Grand Prix-là. Mais on a vu qu'il n'a pas été capable de terminer. Mais Logan Sargent est à sa première saison en Formule 1. Donc, il commence à frapper le pic, si on peut dire, là, vraiment le sommet de ce que ça demande. On est en train de puiser dans nos ressources chez les pilotes de Formule 1. C'est pas pour rien que pendant le break de l'été, pendant la pause d'été, les pilotes souvent vont se ressourcer, aller faire des entraînements, puis préparer un deuxième souffle, une condition physique supérieure pour être capable de survivre aux courses justement comme Singapour, on avait aligné le 14 et ces courses-là. Mais quand tu le sais, quand tu as déjà vécu ça, ben tu sais ce que ça prend pour être capable de passer au travers. Logan Sargent ne l'avait pas. Ben, bref, c'est ce que je trouvais par le passé avec Lando Norris, mais maintenant, il n'y a plus de soucis. On voit que Lando Norris est en pleine forme. On l'a vu après la course au 14. Il était frais comme une rose. Il mentionnait même qu'il
était prête à continuer. Donc, c'est tout ça, là. Vraiment, ça s'en vient pour Lando Norris. Donc, si vous êtes partisan ou vous appréciez, comme bien des gens apprécient Lando Norris, c'est un gars sympathique, mais ça va s'en venir. Patience, on va voir des bons résultats. Si c'est pas cette saison, ça va être le début de la saison prochaine. Non seulement à cause de McLaren, mais non seulement aussi à cause de la pression qu'il subit avec Piastri. Ça va le pousser à aller chercher les meilleurs niveaux, à aller chercher des meilleurs résultats, des meilleures courses. Donc, on risque de voir beaucoup de bonnes choses pour Norris dans les prochaines saisons. Donc, Norris, lui, qui avait réussi à se pousser à l'avant. Pendant ce temps-là, il était pourchassé par Lewis Hamilton, mais aussi par Max Verstappen, qui, on s'en doutait, c'était une question de temps de savoir combien de temps avant qu'il puisse remonter le peloton. La course, est-ce qu'elle a été excitante? Il y en a des gens qui l'ont trouvé bonne, il y en a d'autres qui l'ont trouvé moins bonne. Moi, je l'ai apprécié, cette course-là, parce que, comme à l'habitude, COTA, c'est une course qui est très stratégique. Contrairement à la journée de samedi, on avait le droit à des meilleures stratégies. On pouvait faire des arrêts au pluie. On n'était pas obligé nécessairement de toujours ménager nos pneus. Il fallait quand même le faire. Ça fait toujours c'est une partie intégrante du sport. Mais on pouvait quand même se permettre d'aller prendre des risques ou d'innover un peu côté stratégie, d'aller pas nécessairement de la façon très conservateur, mais de dire, je vais prendre un autre chemin. Il y avait plusieurs possibilités pour se rendre à destination. Puis quand je parle de possibilités, je parle pas de plusieurs tracés sur le circuit, je parle de possibilités point de vue vraiment stratégie. On l'a vu, Red Bull ont été les premiers à décider de dire, nous, on s'arrête. Verstappen semblait ménager ses médiums, mais finalement, c'était une partie de la stratégie de dire, on va rentrer avant, puis à la grande surprise de bien les écuries, on a remis des médiums. Ce que ça veut dire en Formule 1, c'est qu'on est obligé, dans une course qui se dispute dans un climat sec, donc pas de pluie, on est obligé d'utiliser au moins 2 gommes différentes. Donc, comme Verstappen s'était lancé en médium et à son premier arrêt, il a décidé de poursuivre en médium, mais il annonçait son jeu à tout le monde qu'il devait s'arrêter au moins une autre fois pour ne pas être disqualifié. Donc, c'était automatiquement une stratégie à 2 arrêts. Et là, c'est là que ça a déclenché la guerre de dire, est-ce qu'on poursuit là-dessus ou on continue avec la stratégie qu'on avait décidé d'aller? La plupart des écuries, de ce qu'on peut croire, si on avait décidé d'y aller avec un seul arrêt, on avait décidé de commencer, de dire, on va y aller en médium, on va pousser les médiums jusqu'à la fin, puis après ça, on va s'en aller avec les gommes dures, et puis après ça, on va se rendre jusqu'à destination, jusqu'au fil d'arrivée avec ça. Donc, on voulait essayer de sacrifier et faire juste un arrêt. Mais là, Verstappen est venu tout chambouler ça avec Red Bull. Parce qu'en s'arrêtant, là, il poussait les autres équipes, parce que là, les autres équipes disent, nous, on va ménager nos pneus. Puis normalement, tout le monde fait jeu égal de dire, on est tous en train de ménager nos pneus. Mais à cause que Red Bull décide d'arrêter en premier, de changer leurs pneus, là, on bouscule les autres équipes parce que là, on dit, moi, je peux plus les ménager parce que lui, il a des gommes neuves. Fait qu'il va vouloir aller chercher le maximum puis il va venir nous rattraper. Donc, les plus rapides à réagir, ça a été McLaren. On n'a pas pris de chance. On a dit, des stratégies, c'est bon sur papier, mais en point de vue physique, côté pratique, une fois que ça arrive, il faut être capable de s'ajuster. Il ne faut pas avoir peur de prendre ça, mettre ça aux poubelles, puis de s'ajuster avec le moment. Ça, c'est un bon message passé à Ferrari. S'il y a quelqu'un de chez Ferrari qui est à l'écoute du F1 podcast, c'est important, dans le moment pratique, d'être capable de prendre une stratégie et de la mettre aux poubelles et de s'ajuster avec ce qui se passe. Je pense pas qu'il y a personne qui m'écoute, mais ça serait le fun que le message se rende parce que ça a été le problème pour Ferrari et pour Charles Leclerc lors du week-end. On a décidé de continuer avec la même stratégie qu'on avait opté. Et même si c'était lancé premier, mais il a terminé 5e. Donc, c'est pas vraiment l'idéal quand tu pars premier. Tu veux pas voir le chiffre 5 à côté de ton nom quand tu étais numéro 1 sur la grille de départ. Mais tout ça, c'est joué à cause du point de vue stratégique. Donc, McLaren ont été les premiers à réagir, à dire Red Bull s'arrête. Nous, on laisse tomber notre stratégie de base qu'on avait discutée avant le Grand Prix. On décide aussi de s'arrêter et d'aller changer nos pneus. Du côté de Mercedes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? On a une plage, là, il y a une fenêtre d'opportunité pour réagir à ça qui est très petite. Parce qu'aussitôt que la voiture de Verstappen va rejoindre la piste avec des gommes neuves, il va se mettre à gagner beaucoup de temps. On l'a vu à cause qu'il a arrêté avant Norris. L'écart entre lui et la première position était d'environ 7 secondes. Parce que Red Bull a décidé de prendre la bonne stratégie, d'arrêter leur pilote avant tout le monde, eh bien, les 7 secondes entre la tête de l'épreuve, et Verstappen, eh bien, elle a fondu, on peut dire, de moitié. Donc, il est en bas de 3 secondes à la sortie des pluies. Donc, cette stratégie-là, encore, il faut donner chapeau. Quand on parle de Red Bull, oui, on parle de la bonne voiture, on parle d'Adrian Newey, on parle de Christian Horner, qui est parmi les meilleurs directeurs d'écurie, les meilleurs leaders. On parle d'Helmut Marko, qui est super bon pour repérer des talents partout dans le monde. On parle de Max Verstappen, talent générationnel. On parle de Anna Schmidt, qui est la meilleure pour les stratégies. Mais tout cet ensemble-là, ça fait
On est capable de dominer week-end après week-end. Et encore une fois, on a vu mieux que tout le monde, puis on a opté pour la meilleure stratégie, et c'est ça qui a été payant. Donc McLaren, bravo, on a répondu tout de suite, et ça nous a coûté quand même la moitié de notre avance, mais au moins on a sauvé les meubles. Mais du côté de Mercedes, on a décidé de rester en piste. On a resté en piste beaucoup trop longtemps avant de se rendre à l'évidence que ça ne fonctionnerait pas. Et là, on a décidé d'arrêter Hamilton. Mais là, on a poussé Hamilton à faire du rattrapage. Donc, tout au long de l'épreuve, il fallait qu'il rattrape ce temps-là qui avait été perdu. Si on avait pris une meilleure décision dès le départ, je suis persuadé qu'à la fin, vous avez vu, à la fin, Hamilton était rendu très très près de Verstappen. Verstappen avait des problèmes avec ses freins. Donc, si on avait pu prendre la bonne décision aussitôt que Verstappen, s'était arrêté, si chez Mercedes, on avait fait comme chez McLaren, qu'on avait répondu au tour de suite, il y a des grandes chances que Lewis Hamilton aurait remporté le Grand Prix des États-Unis. Donc ça aurait été une bonne décision de leur part, mais on a encore une fois manqué. Ça, c'est ce qui arrive avec Mercedes depuis quelques saisons. Je suis persuadé que Lewis Hamilton serait un 8 fois champion du monde si on avait si on avait été moins conservateur dans nos décisions, si on avait vu un peu plus loin, voire plus loin que le bout de son nez, si on prenait des meilleures décisions chez Mercedes. On veut toujours jouer le côté sécure, on veut pas rien bousculer, on veut pas de choses, puis souvent, on se fait avoir. Du côté de Red Bull, quand même qu'on a déjà le championnat des constructeurs en poche, le championnat des pilotes en poche, bien, on prend des risques à chaque week-end, on décide d'aller avec les meilleures stratégies possibles. Et je vais vous dire franchement, si j'étais sur la grille de départ, j'observerais attentivement ce que Red Bull fait. Oui, je suis d'accord que certaine mentalité, c'est de dire si tu fais juste copier Red Bull, tu vas arriver deuxième, c'est certain qu'il faut que tu essaies de faire différent que les autres. Je suis d'accord, sauf que aussitôt que les chiffres commencent à apparaître sur ton ordinateur, puis tu vois que ça se passe pas, que les temps vont te coûter le Grand Prix, que tu perds des secondes, des secondes complètes à chaque tour, il faut que tu te rendes à l'évidence de dire faut que tu fasses le même jeu, sinon tu vas te faire avoir. Il n'y a pas de deux possibilités pour ce Grand Prix-là. Il y en a seulement qu'une, puis Red Bull a choisi la bonne. Donc, il faut emboîter le pas le plus vite possible, comme McLaren a fait. Donc, les résultats pour le week-end de course, à la base, lorsque le Grand Prix s'est terminé, c'est Verstappen qui a remporté. Hamilton, deuxième. À toute fin, il était très proche. Norris, troisième. Sainz, ensuite, par la suite, Perez, Leclerc, Russell, Gasly, Stroll, Tsunoda, Albon, Sargent, Hülkenberg, Bottas, Joe, Magnussen, Ricciardo, Alonso. Alonso, là, il avait la meilleure course. Il avait une très belle performance. Chez Aston Martin, on avait opté de conduire. Là, ça, c'est rare qu'on va voir ça. Mais on avait apporté des nouvelles améliorations pour la voiture. Puis on a décidé, Alonso a décidé de dire la course du dimanche, moi, je vais partir de la ligne des puits. On va modifier ma voiture. Puis je veux retourner à l'ancienne voiture. Je veux plus rouler avec ces nouvelles améliorations-là. Puis là, chez Aston Martin, on a trouvé que c'était une bonne idée parce qu'on a dit, on va pouvoir prendre des données, voir Stroll avec la nouvelle voiture, puis on va voir Alonso avec les vieux réglages. On va être capable de prendre des données, voir sur le même circuit qu'est-ce que ça donne. On l'a dit, on profite des dernières courses pour se préparer pour la saison prochaine. Donc, c'était une bonne situation. Alonso avait une super bonne course. C'était très semblable à Stroll. Les deux roulaient un en avant de l'autre. Mais finalement, il y a eu un bris en fin d'épreuve, ce qui l'a forcé à retirer. C'était malheureux parce que je l'avais pour le pilote de la journée parce qu'il avait fait une très, très belle remontée. Donc, Alonso, c'est ça, qui n'a pas fini. Piastri n'a pas fini avec un contact avec Ocon au départ et les deux ont dû retirer leur voiture. Verstappen qui triomphe, ça lui donne sa 50e victoire en carrière. On en avait parlé. Il devient le deuxième plus rapide après Michael Schumacher. Il devance Lewis Hamilton, donc il le fait plus rapidement quelques Grands Prix de plus. C'était son 181e Grand Prix qu'il remportait sa 50e victoire. Et Lewis Hamilton l'avait fait au même circuit, au circuit de Austin, avait remporté sa 50e victoire en carrière en 185 départs. Donc, Verstappen devient le deuxième plus rapide de l'histoire. 50 victoires, c'est un bel accomplissement. Il devient aussi le rejoint des noms comme Alain Prost, pas n'importe qui, Sébastien Vettel, Michael Schumacher et bien sûr Lewis Hamilton qui a le plus de victoires dans l'histoire de la Formule 1 à 103. Donc oui, seulement 26 ans, puis il est déjà rendu là. Beaucoup d'autres accomplissements qui s'en viennent de la semaine prochaine. S'il gagne, ça va être sa 51e victoire, donc à suivre beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Beaucoup de records encore sur la table pour Verstappen. Il y a même Vettel, il pourrait terminer la saison et être le troisième de tous les temps chez les victoires, ce qui est assez incroyable. Jamais on aurait cru ça au début de l'année. Déjà quand il a passé Senna, c'était déjà tout un accomplissement. Puis il en manquait encore
12 victoires, 13 victoires pour rejoindre un gars comme Vettel. Jamais on aurait cru qu'il aurait été capable d'aller en chercher autant, mais là, c'est rendu plus que possible. C'est atteignable qu'il rejoigne Vettel d'ici la fin de la saison. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gros choc, ben, ça a été en fin de journée. On avait eu la première nouvelle comme quoi que Lewis Hamilton puis Charles Leclerc, leurs deux voitures étaient sous enquête concernant une pièce qui était non conforme. Donc, quelque chose qui était non conforme à la voiture. En fin de journée, on a su que les deux ont été disqualifiés. Vous avez été nombreux à vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont-ils triché? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé, en gros? C'est qu'il faut remonter assez loin, mais il faut remonter à la saison dernière, lorsque les écuries avaient des problèmes de marsouinage. Vous vous rappelez, ça avait donné droit à une scène assez loufoque pendant la série Drive to Survive, où Toto Wolff mentionnait que c'était dangereux le marsouinage, que les voitures cognaient à terre. On se rappelle de la scène de Lewis Hamilton à Bakou, pas capable de sortir de sa voiture. Donc ça avait donné tout ça. Et Christian Horner avait répondu à Toto Wolff, si c'est un problème avec ton auto, change your F-car. Fait que c'est ça. Fait que ça avait été ce qu'il avait mentionné. On a trouvé ça bien drôle. Ça l'a joué en boucle sur les plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Puis là, on revient plus qu'un an plus tard. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que depuis ce temps-là, ben, en début de saison, la FIA avait pris des nouvelles mesures pour contrôler que, justement, ça ne soit sécuritaire. On voulait pas que les voitures soient trop basses puis frappent avec le sol puis que ça soit dangereux pour causer des blessures aux pilotes. Donc, on a décidé de mettre diverses mesures en place. Donc, il y en a plusieurs. On a forcé tous les écuries à remonter les planchers pour avoir une plus grande clairance avec le sol. On avait mis des unités de mesure au Grand Prix de Belgique la saison dernière pour voir combien de coups les voitures prenaient en frappant le sol. Donc, on a fait du côté de la FIA des mesures vraiment sécuritaires pour les pilotes. Donc, une qu'on a faite pour vérifier, pour être sûr, parce qu'il y en a qui parlaient de plancher flexible. Donc, quand que la FIA mesure les planchers pour voir la flexibilité, on voit que tout est conforme, mais aussitôt qu'on est en vitesse, que les voitures sont sur un circuit, sur la piste, bien, à ce moment-là, la flexibilité faisait qu'on se rapprochait du sol. Puis là, il y en a qui disaient, ben là, ça, c'est pas correct, c'est pas correct. La FIA a décidé de mettre en place, on décide de mesurer les patins après les week-ends de course. On y va de façon aléatoire. On mesure les patins. Les patins, c'est quoi? On en a parlé la semaine dernière. C'est les barres en titane qui sont sous la voiture pour protéger la planche. La planche, là, c'est vraiment comme... Ça a l'air d'une planche de bois. Là, c'est pratiquement ça. C'est qui est sous... qui sert de fond à la monoplace. Donc, les barres en titane viennent protéger pour être sûr que la planche ne prenne pas le choc quand on frotte sur l'asphalte. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient... Après les épreuves, de façon aléatoire, on vient mesurer ces fameuses barres-là, ces patins-là. Puis normalement, l'épaisseur est supposée d'être de 10 mm. Puis on tolère qu'on va jusqu'à 9 mm. Donc on tolère que pendant un week-end, on est capable de perdre jusqu'à 1 mm, pas plus. Ça, c'est la façon que la FIA a trouvé d'évaluer. On dit, si vous avez perdu plus que 1 mm sur vos patins, bien, on est capable de dire avec assurance que vous avez roulé trop bas, plus bas que la permise. Vous avez trouvé une façon de descendre votre voiture plus que ce qu'on permet. Vous avez enfreint la barre de sécurité qu'on a fixée parce qu'on a décidé que c'était sécuritaire jusqu'à ce niveau-là et plus bas, c'était pas sécuritaire. Donc là, on décide de dire, vous avez roulé trop bas, donc on vous pénalise. Donc le règlement est clair, vous êtes disqualifié. C'est arrivé à Lewis Hamilton et c'est arrivé à Charles Leclerc. On s'est défendu, on a dit oui, c'était un week-end de sprint, on n'a pas eu le temps de faire les réglages, j'ai peut-être eu des erreurs, tout ça. C'est ce qu'ils ont triché. Il y a des gens qui m'ont demandé ça. Moi, je ne considère pas que c'est triché. Oui, ils ont eu un avantage. Parce que quand on roule plus bas, on est capable aussi d'avoir, disons qu'on a moins on a moins de restrictions dans le vent. Beaucoup de voitures cherchent à rouler le plus proche du sol possible. Des fois, c'est une façon aussi de contrebalancer avec le circuit qui est très ondulé. Donc oui, on est allé chercher un certain avantage. Est-ce qu'on l'a fait en connaissance de cause? Je serais vraiment surpris qu'on l'ait fait vraiment de façon malhonnête. Je pense que, pas parce que je pense pas que Mercedes peut être malhonnête, chaque écurie de Formule 1, même chose Ferrari, essaie de tirer leur avantage. Sauf qu'on savait d'une certaine façon qu'on se ferait prendre, à moins qu'on l'ait fait à plusieurs reprises, puis on s'est pas fait prendre. Mais il y a seulement une des deux voitures. Il y a seulement la voiture d'Hamilton qui avait ce réglage-là, et celle de Russell, et celle de Leclerc. Donc celle de Russell et Sainz était légale. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui était dans l'écurie de dire on fait ça maintenant. C'est vraiment juste les réglages sur une voiture. Quoi qu'il soit ça a été mal balancé, ça a été mal vérifié, il y a quelque chose qui est arrivé en ligne de compte. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il a gagné un avantage, pourquoi il n'est pas pénalisé pendant la sprint? Ça, c'est une bonne question, mais c'est que quand on a fait l'étude est arrivée plus tard. Puis là, ce qui arrive, c'est que il y en a aussi qui m'ont demandé, oui, mais s'il a accroché c'est peut-être juste une fois, il a accroché puis il a frotté le fond. C'est des barres en titane.
la raison pourquoi la FIA va avec ce processus-là, c'est qu'on est capable d'évaluer, de dire que c'est tellement résistant le titane que c'est pas parce que tu as accroché une fois quelque part sur un vibreur que tu as perdu un millimètre de plus que tout le monde. Il faut que tu aies accroché à plusieurs reprises, souvent. Il faut que tu aies frotté tout au long du week-end. Donc, on est capable de dire que là, tu as abusé et tu as roulé trop bas. Donc, à ce moment-là, on arrive et on les pénalise pour ne plus que ça se reproduise. Là, il y a Toto Wolff qui est sorti, qui a dit « On a fait une erreur, on a mal vu, on n'aurait pas dû faire ça, blablabla. » C'est décevant, des choses, mais on tire des bonnes conclusions. On a quand même eu des bonnes performances pendant le week-end. On en tire des bonnes données. Ça, je suis pas d'accord avec lui, par contre, parce que je pense pas qu'on en tire des si bonnes performances que ça, parce que faut comme canceller la progression que Hamilton est allé chercher, puis prendre ce qui était avec Russell, puis Russell a eu de la difficulté tout le week-end. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu une amélioration pour Mercedes? Ben, il va falloir attendre au Mexique pour vraiment tirer une conclusion. Mais tout ça pour dire, c'est que ça a changé les règlements, ça a changé le classement, et Logan Sargent a été le grand gagnant de la journée. C'est lui qui a rentré dans les points. Il est devenu le premier Américain en 30 ans à remporter des points. Le premier depuis M. Andretti en 1980 au Grand Prix d'Italie. Et donc, Albon qui est rentré dans les points. Donc, les deux Williams ont marqué des points. Et Norris est redevenu deuxième. Donc, si vous voulez voir le classement modifié, il est disponible sur notre page Facebook. C'est ce qui conclut la journée de dimanche. Maintenant, passons aux périodes de questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger et notre adresse courriel en un mot, @gmail.com. La première question nous vient de notre Messenger qui est ouvert 24 heures sur 24, mise à votre disposition quand vous voulez. Vous avez une question concernant la Formule 1 autant que possible, vous pouvez l'envoyer et puis on va vous répondre aussitôt qu'on va avoir la chance, assez rapidement. Normalement, là, on ne prend pas de beaucoup de temps à vous répondre. Puis après ça, on sait votre question est pertinente puis elle est fun, on l'ajoute à l'émission puis on la met à la contribution de tout le monde. Donc, quand on pense que c'est une question qui peut aider d'autres personnes ou que vous êtes plusieurs à pouvoir vous la demander, à ce moment-là, on la met dans ce bloc-là de l'émission. Mais cette question-là, cette semaine, une de nos questions nous vient de Jessie de la Colombie-Britannique qui nous demande « Avez-vous entendu les huées à l'endroit de Max Verstappen lors de la fin de l'épreuve et du podium et comment avez-vous trouvé ça? » Eh bien, j'ai trouvé ça ordinaire, mais je comprends. Je comprends pas le fait que les gens le huent parce que le gars est en train de gagner, il vient de gagner 50 victoires et il est dominant, c'est un talent générationnel. On a besoin des talents comme ça pour le sport en Formule 1, mais je peux comprendre que quand on paie un billet puis qu'on va à un événement sportif et puis on veut donner notre opinion, on veut encourager, on veut déranger, on veut chose. Ce côté-là, je le respecte. Je pense qu'il y a un côté de classe et de respect qu'il faut toujours rester. Faut pas franchir ça. Mais le fait que quelqu'un va à un événement sportif et décide d'enguirlander un athlète ou de dire de quoi, il y a toujours, comme je vous dis, il y a une ligne à pas franchir, mais je pense que ça vient quand même avec le sport. La seule chose que, par exemple, où je trace la ligne, je pense qu'il faut garder un certain décorum. Le gars, il s'en va sur le podium et c'est le temps des hymnes nationaux. Et à ce moment-là, je trouve qu'on devrait se taire. Les partisans, pour ne pas juste cibler ces gens-là, mais c'est eux qu'on entendait le plus, qui criaient « Checo, Checo » pendant l'hymne national. Pendant l'hymne national, non seulement de Max Verstappen, qui est des Pays-Bas, mais aussi celui de l'Autriche pour l'écurie Red Bull, l'écurie qui paie Checo Pérez, pour laquelle Sergio Pérez travaille. Puis je veux pas juste dire que parce que c'était l'hymne national autrichien et que Pérez est pour Red Bull, qu'on devrait juste respecter cet hymne national-là. Mais je vous dis, c'est là qu'on trace la ligne, de dire... C'est les hymnes nationales, fermez votre trappe. Là. Laissez ce moment-là. Si vous voulez, aussitôt que ça finit, si vous voulez recrier Checo, Checo, même s'il n'est pas là, puis tout le monde sait qu'il n'est pas là, il n'est pas sur le podium, mais vous allez quand même au podium puis crier Checo, c'est correct si vous voulez le faire, mais faites-le juste pas pendant les hymnes nationaux. Ça, je trouve que c'était un manque de classe, puis pour moi, ça a été un gros zéro à ces partisans-là, et non, faut pas généraliser, c'est pas tous les partisans de Sergio Pérez qui auraient fait ça, mais pour cette minorité-là qui était là, c'est un gros zéro pour vous. Puis j'espère, mais j'entrevois que c'est ce qu'on va vivre au Mexique, mais à plus grande échelle. Et ça risque d'être assez embarrassant de voir ça. On va voir Verstappen sûrement avoir les huées, on va voir sûrement Christian Horner avoir les huées, Helmut Marko avec les commentaires qu'il a fait. On va voir un peu tout le monde être... Puis encore là, je dis tout le monde, mais il y a des partisans dans les estrades qui comprennent la situation, qui ne sont pas se prêter à ce jeu-là ridicule. Mais il y a des gens pour qui, que selon eux, Sergio Pérez était un grand champion du monde de la Formule 1. Il n'a pas
n'est pas parmi ceux qui n'ont le plus de départs en Formule 1 sans avoir eu des victoires, et puis que c'est juste chez Red Bull qu'on arrête sa progression. Là. Ça, c'est un peu... faut un peu avoir la tête dans le sable, parce que Sergio Perez est en Formule 1 depuis très très longtemps. Là, je le voyais justement sur une liste, là, il est parmi les pilotes qui ont le plus de départs en Formule 1, avec justement les Fernando Alonso, les Kimi Raikkonen dans le temps, Lewis Hamilton. Il est là, mais il en a rien à comparer avec la fiche de ces autres pilotes-là, malgré qu'il a plusieurs départs. C'est même étonnant de voir qu'un pilote a autant de départs en Formule 1 sans résultat, puis il est toujours là. Normalement, quand un pilote a autant de départs dans ce sport-là, bien, il y a des résultats qui vont en conséquence. On les voit justement avec les, comme je l'ai nommé, on regarde sa fiche, on regarde la fiche à Alonso, j'ai pas besoin de vous dire la fiche à Hamilton. Donc, c'est à ce moment-là. Fait que c'est un peu de jeter tout le sort, de dire que tout ce qui se passe, le mal, c'est juste à cause de l'écurie Red Bull. Encore là, si vous voulez vous en prendre à Red Bull, je comprends, mais de s'en prendre à Verstappen, qui est dans une autre voiture, qui ne fait que faire son travail, puis il le fait bien, puis il le fait à chaque week-end. Sergio Perez est le premier à dire qu'il est incroyable et que c'est un talent générationnel. Puis il y a certains partisans mais qui ne veulent pas voir ça, puis qui veulent absolument s'en prendre à Verstappen ou s'en prendre à l'écurie Red Bull. Donc, ça reste à voir, mais je pense que même si on s'en va à une place où on a un pilote mexicain, je pense qu'on s'en va en territoire hostile la semaine prochaine. J'espère juste qu'on va être capable de limiter les dégâts et puis de ne pas avoir droit à des scènes qui sont, disons, dévalorisantes pour le sport, des scènes qu'on ne veut pas voir. Là, j'espère que ça va rester quand même dans le respect, mais il faut s'attendre à ce qu'on voit des choses peut-être hors de la normale, un peu, là, de voir que c'est correct de prendre pour d'être très très partisan puis d'aimer Sergio Perez. J'en ai rien, je comprends ça. Quand on va en Angleterre, les pilotes aiment Lewis Hamilton, aiment Lando Norris. La même chose quand on va en Autriche, sauf que ou qu'on va aux Pays-Bas. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on l'a vu par le passé, on a vu les pilotes, on a vu les partisans s'en ont pris à Verstappen. Puis ce qui est arrivé, ben, c'est que ça fait un effet de chaîne. Hein? C'est qu'après ça, on s'en va en Autriche. Puis là, les partisans autrichiens attendent les partisans de Lewis Hamilton. Puis ils veulent comme tirer une vengeance à se venger, même si on sait très bien que le partisan au Grand Prix d'Autriche qui prend pour Lewis Hamilton, ben, il n'a rien à voir avec ceux à Silverstone qui ont hué Max Verstappen. Mais là, ça vient comme qu'à chaque Grand Prix, ben, on remet la monnaie de la pièce. Donc, on veut quand même pas qu'il y ait de débordement. On veut de la partisanerie parce que où est-ce qu'il y a de la passion, quand les gens aiment le sport, ça donne la place à de la passion. Et où est-ce qu'il y a de la passion, ben, il y a ce genre d'événement-là qui arrive. Mais comme je vous dis, moi, mon opinion à moi, c'est qu'on garde quand même le décorum. Certaines choses, il y a des bases de respect. Quelqu'un gagne, on l'applaudit. Même si c'est pas ton pilote qui a gagné, ben, va-t'en chez vous. Va attendre un autographe de Sergio Perez. Va crier Checo à une place que tu veux crier Checo. Mais va pas déranger le succès des autres ou venir un peu défaire la fête de l'écurie, en plus de l'écurie pour laquelle ton pilote que t'aimes est dans cette écurie-là. Donc, c'est un peu le succès de l'équipe que met ça. Comme je vous dis, on peut pas tout éduquer les gens à penser pareil. C'est ça le sport, c'est des différentes opinions, ça rassemble des groupes de personnes de partout dans le monde avec des pensées différentes. Puis c'est ce que on a vu une scène qu'on aurait aimé mieux pas voir, mais comme je vous dis, en espérant que ça soit pas juste la pointe de l'iceberg puis qu'on voit pas des scènes encore pires au Grand Prix de la fin de semaine prochaine au Mexique, même si j'en ai bien. La deuxième question nous vient de Jillian de Kingston qui nous demande pourquoi est-ce que Lewis Hamilton, lors de la course sprint, a pu compléter un dépassement sur Charles Leclerc en ayant les roues à l'extérieur de la piste, ce qui est contre le règlement, mais n'a pas été pénalisé ou forcé de remettre la position à Leclerc. Tant qu'à moi, il a volé Charles d'un bon résultat. Eh bien, je ne suis pas entièrement en désaccord avec vous. Je pense que oui, ça c'est 100%, il a complété son dépassement à l'extérieur de la piste. Les circonstances, par exemple, j'aurais aimé qu'on nous les explique mieux, que la FIA dit on le met sous enquête ou qu'on mette automatiquement sous enquête, puis après qu'on enlève, qu'on dise non, finalement c'est correct, mais qu'on ne le mette même pas sous enquête, qu'on laisse passer comme si il s'était rien passé. Je trouve que ça l'a fait pire pour l'image du sport. Ça l'a fait pire, que ça l'a soulevé des questions, ça l'a soulevé beaucoup de discussions en ligne, de dire on laisse des laisser passer, on laisse, comme ça revient souvent, quand c'est du côté de Verstappen, on dit qu'on laisse des laisser passer, quand c'est du côté d'Hamilton, quand c'est les deux Ferrari en Italie, on dit que c'est du laisser. Il y a toujours ça qui rentre en ligne de compte, et je trouve que c'est ces fameuses zones grises-là que la FIA doit enrayer pour avoir un sport le plus propre possible et enlever ces discussions-là.
Il va toujours avoir des discussions animées, il va toujours avoir des argumentations, c'est normal, il va toujours en avoir. Mais si on veut en éliminer le plus possible, il faut enlever ces zones grises-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de compléter un dépassement à l'extérieur de la piste, mais que George Russell l'a fait en Autriche, n'a pas été pénalisé, a complété un dépassement sur 2 voitures? Pourquoi est-ce que Lewis Hamilton fait un dépassement à l'extérieur de la piste lors de la course sprint sur Charles Leclerc, mais n'est pas pénalisé? Les 2 points en commun avec ces 2 circonstances-là, c'est que c'était le premier tour. C'était dans les premiers virages. À ce moment-là, ce que j'ai pu comprendre de l'interprétation du règlement de la FIA, c'est qu'on laisse une plus grande latitude aux pilotes de pouvoir éviter un contact ou de prendre une trajectoire différente. L'important, c'est qu'on ne gagne pas nécessairement un avantage. Sauf que le règlement dit qu'on ne doit pas gagner d'avantage, mais on ne doit pas non plus gagner une position à l'extérieur de la piste. Sauf qu'on semble avoir mis entre parenthèses exception pendant le premier tour. Je trouve que c'est dangereux par contre, parce que on a vu Russell le réessayer. Après qu'il l'avait essayé une fois, il n'avait pas été pénalisé, puis on l'a vu, il l'a réessayé, si je me rappelle bien, c'est en Italie, puis là finalement on avait décidé que c'était une pénalité. Là, Lewis Hamilton l'a fait. Oui, il a évité un contact, il aurait probablement eu un contact avec Charles Leclerc sinon. Mais la possibilité qui se présente à lui, c'est pas de dire « Ah, ben pour éviter le contact, je continue sur mon chemin, je sors de la piste ». Ça aurait été de lever le pied et de rester à l'arrière de Leclerc et de tenter de le dépasser plus tard. Ça aurait été le côté sportif. On a surtout pensé que ça. Mais c'est un gars d'expérience, c'est un gars rusé. Et s'il sait qu'il a ce fameux laisser-passer-là, pas parce qu'il est Lewis Hamilton, mais parce qu'on est plus tolérant au premier tour, ben il va la prendre, cet écart-là. Le gap, il va le prendre, de dire j'ai le droit de le dépasser à l'extérieur de la piste parce qu'il me laisse le faire dans le premier tour. Donc là, les gens qui n'étaient pas au courant de ça, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va en avoir de plus en plus. Dans les prochains Grands Prix, premier tour, de dire ah, premier virage, je suis pas obligé je peux le dépasser à l'extérieur de la piste. Oh, je peux prendre plus large puis le dépasser par là. Fait que ça vient que je t'attends que là, on dit il y en a trop, puis il faut resserrer ça. Donc, ça, c'est le point dangereux de ça, de dire si on ne sévit pas, il faut être pareil avec tout le monde. Il faut être conséquent de dire premier tour, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Premier virage, c'est correct. Fait qu'à ce moment-là, ben là, on va en avoir plusieurs, on va avoir des voitures arriver 4-5 de large, de dire c'est pas grave, moi je peux te passer là, je peux te passer là. À ce moment-là, c'est d'être sûr de renfermer, rasserrer le règlement, de dire que ce soit pareil pour tout le monde. Moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de dépasser une voiture avec les roues à l'extérieur de la piste. On devrait avoir le droit d'éviter un contact. Ça, je suis pas prêt à dire pénalité à Hamilton parce qu'il a sorti des lignes de piste. Il a évité un contact, ça c'est correct. Mais il a quand même complété son dépassement en étant à l'extérieur de la piste. Il aurait dû remettre la position à Charles Leclerc. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 23 octobre. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous est déjà vendredi de cette semaine en marge du Grand Prix du Mexique. D'ici là, faites sûr de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne rien manquer des développements sur le sport le plus rapide au monde. Bonne semaine!